La situation en Algérie aujourd'hui est particulièrement préoccupante avec à la fois la poursuite de la pandémie de la Covid-19 et la situation économique qui se dégrade dans un contexte de paralysie politique généralisée. C'est cette réalité que Algeria Watch voudrait mettre en exergue, présenter, mettre en lumière pour informer à la fois l'opinion ici en France et ailleurs et montrer que nous attachons du prix au suivi de l'actualité politique en Algérie. Depuis l'instauration des mesures de contrôle social visant à soi-disant contrôler l'expansion de la pandémie, le Hirak ne s'exprime plus comme à l'habitude à travers des marches hebdomadaires. Beaucoup, certains en tous les cas proches du régime et certains relais, prétendent que c'est le signe de la fin du Hirak, que le Hirak est un moment historique achevé. Est-ce vrai? Je ne le crois pas personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, François, mais ce qui est certain, c'est que effectivement, il y a une sorte de spasme, d'arrêt de l'activité politique telle que nous l'avons pu la connaître depuis le mois de février 2019. Mais est-ce que cela signifie pour autant que cet arrêt des manifestations signe la fin du Hirak? La commémoration du 5 octobre a quand même montré qu'il existait une forte mobilisation à l'intérieur de la population, au sein de la population, et que la contestation de l'ordre imposé par la force par le régime est toujours actuelle. Cette contestation, penser qu'elle va s'éteindre du fait de l'interdiction des manifestations par l'interdiction des rassemblements du vendredi à la sortie des mosquées est une illusion. Moi, je suis de ceux qui pensent que la conscience politique collective qui a donné naissance au Hirak est fondée sur un esprit de responsabilité. Il n'est pas question de contribuer à propager cette maladie en organisant des rassemblements. Mais il n'est pas question non plus d'abandonner des revendications de liberté, d'état de droit, d'état civil et de reconfiguration de la vie politique et sociale du pays au prétexte que les militaires auraient consenti à enlever Bouteflika et à le remplacer par un clone quelconque des apparatchiks du régime. Aujourd'hui, profitant de cette situation de spasme politique, le régime, lui, essaye de vendre une soi-disant transformation de lui-même qui s'exprimerait par une révision constitutionnelle. Peu de gens croient à la valeur des engagements juridiques du régime. Depuis l'indépendance, on sait que ces gens ne respectent aucune loi qu'ils ont eux-mêmes promulguée et ne respectent aucune règle qu'ils prétendent fixer pour eux-mêmes. Donc une constitution, encore une constitution, c'est la 5e ou la 6e depuis l'indépendance, ne change rien à la réalité d'un régime qui est un régime qui n'est comptable devant personne, qui ne rend de compte à personne et qui est responsable de la faillite politique, économique et sociale du pays. La réalité aujourd'hui, c'est que jamais il y a eu autant de haraga. Je crois que l'immigration clandestine par barque, par petite chaloupe, atteint des niveaux rarement égalés. On a bien vu qu'en une nuit, la marine espagnole avait arrêté 200 haragas, qu'en quelques jours, elle en avait arrêté 1500. Donc on voit bien que le désespoir reste dans la population qui n'accorde aucun crédit au régime. Le régime n'a plus de soutien interne. Il est obligé de faire appel à ces vieilles figures des années 90, complètement discréditées, pour tenter d'animer une scène politique qui n'a aucune substance. On voit bien aujourd'hui le retour de quelques vieux chevaux épuisés, discrédités, complètement corrompus, qui essayent de nous faire croire pour les uns
que la constitution serait trop amazigh, que pour les autres qu'elle serait trop islamique, pour essayer de relancer une fausse contradiction qui a nourri le débat des janvieristes depuis le putsch de 1992. Donc nous sommes toujours dans l'irréel d'une fausse scène politique, l'irréel d'un système de communication complètement verrouillé, mais dans la réalité extrêmement difficile d'une répression qui a rarement pris ses formes aussi brutales, aussi injustes, aussi iniques. On voit à travers le bâillonnement de journalistes, à travers le bâillonnement d'un grand nombre d'activistes politiques, on voit très bien ce que veut le régime, c'est-à-dire terroriser, contraindre, faire peur pour empêcher toute continuation de la mobilisation politique du peuple. Ce que l'on peut voir avec le verrouillage de la scène médiatique, comme jamais auparavant, parce que historiquement, il y a eu quand même, y compris dans les périodes les plus noires, il y avait La Nation ou plus tard Libre Algérie qui pouvaient exprimer des points de vue critiques. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout cela. Et plus encore, la justice n'est plus du tout une institution. Elle a perdu en quelques semaines ce qu'elle avait réussi à gagner peu après les premières manifestations du Hirak, une certaine autonomie, une certaine respectabilité. Aujourd'hui, la justice algérienne hésite entre le grotesque et le sinistre. C'est un service asservi à la police politique qui condamne des gens parfaitement honorables à de longues peines de prison, les uns pour avoir exprimé des points de vue sur les réseaux sociaux, et les autres pour avoir fait leur métier de journaliste. C'est une situation qui, loin de conforter le régime, au contraire, creuse la fracture entre lui et la population. Voilà un peu le cadre général de la situation actuelle. D'accord. Ce qu'on peut ajouter peut-être, c'est que sur la question de est-ce que le Irak est fini, c'est ce qu'a dit le président Tebboune il n'y a encore pas longtemps dans une interview au New York Times, c'était assez saisissant. La réponse est, là je te rejoins complètement, la réponse est non. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant un an où 90% de la population allait défiler dans les rues toutes les semaines, c'est quelque chose qui ne s'efface pas comme ça. Et même s'il n'y a plus d'expression publique importante de ce que ça a été, le basculement extraordinaire que ça a représenté pour la société algérienne, il est toujours bien présent. Et on a beaucoup d'indices, des petits indices comme ça qui viennent d'Algérie, mais qui montrent que de façon souterraine, les idées continuent à s'échanger. Alors peut-être moins sur les réseaux sociaux qu'auparavant, ça se fait plus peut-être dans des cercles familiaux, amicaux, très discrets, mais néanmoins, la détermination, la révolte, elle est toujours présente. À preuve, en effet, ce que tu citais, c'est-à-dire les manifestations qui ont eu lieu pour l'anniversaire du 5 octobre 88, du massacre du 5 octobre 88, dont je rappelle quand même que c'était l'armée qui avait tiré dans la foule où les jeunes descendaient dans la rue, il avait tiré à la mitrailleuse lourde, c'est le général Netza qui était responsable de ce crime de masse. Eh bien, là, dans cette conjoncture très très difficile, des gens sortent avec un grand courage, donc vraiment, chapeau. Ils viennent d'être condamnés là, le 16 octobre à des peines lourdes pour une partie d'entre eux, ceux qui ont été arrêtés dans ces manifestations. Mais voilà, ça fait partie de tous ces indices qui montrent que le Irak n'est pas mort, mais en aucune façon. Et ça, d'une certaine façon, le fait que le régime aujourd'hui se croit obligé, d'une part, de dire qu'il est mort, et d'autre part, effectivement d'accroître, comme tu le disais, la répression. Je veux dire, on a plus de 200 personnes qui ont été arrêtées, mais pour des motifs, comme tu dis, les plus absurdes qui soient depuis 3-4 mois. Il y en a peut-être, on ne sait pas exactement, mais au moins une bonne centaine qui sont détenus. Il y en a qui écopent de peines non seulement de 6 mois, mais de 2 ans, 3 ans, voire beaucoup plus. Et ils frappent apparemment de façon un peu anarchique, on pourrait dire, mais en vérité, il s'agit bien de terroriser par une répression qui se veut ciblée et qui, c'est le point que je voudrais aussi ajouter, qui, à mes yeux, reflète un peu quand même la fragilité extraordinaire du pouvoir réel. Parce qu'on a parlé de l'Algérie Potemkine, du gouvernement Tebboune, de tous ces civils, de tous ceux qui tournent autour, qui sont tous des clowns qui représentent même, rien, strictement rien. Le pouvoir réel, maintenant, aujourd'hui, il est bien détenu par les chefs de l'état-major, de l'armée et de la police politique, qui sont désormais fusionnés. Il y avait eu cette tension,
pendant plusieurs années entre le pôle sécurité militaire et le DRS et le pôle état-major ANP. Désormais, on peut dire que la police politique est intégrée sous la direction de l'ANP, mais ils sont très fragilisés. D'une part parce que cette bagarre qui a duré pas mal d'années s'est traduite par des purges considérables au sein dans les milieux des officiers, mais des centaines d'officiers ont été débarqués, donc ça ne facilite pas les choses. Et d'autre part parce que justement la puissance de l'Irak et l'incapacité du régime à y répondre, parce qu'il ne pouvait pas y répondre, bien entendu, c'est traduit par le fait que la police politique, qui est toujours bien présente, hein, entendons-nous, quel que soit le nom qu'elle a pris désormais, eh bien, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, c'est-à-dire que même au niveau de l'organisation de cette police politique, du pouvoir, on a une valse des chefs qui est absolument impressionnante. Ils n'arrivent pas à stabiliser un dispositif de contrôle, de surveillance et de répression. On a l'impression que ça tire un peu dans tous les sens. Je me permets de renvoyer d'ailleurs à ce propos à une série d'articles très intéressants de l'anthropologue britannique Jeremy Keenan, qui sur le site Monde Afrique à la fin août a publié 5 articles successifs sur les évolutions des conflits et des bagarres, disons, au sein de l'état-major militaire et de la police politique depuis 2013. Lui dit, à juste titre à mon avis, que l'attaque de la base gazière de Tighentourine à côté d'In Amenas en janvier 2013 a été le début de la fin, disons, de ce que le DRS classique qui a prévalu pendant 25 ans, qui fonctionnait parfaitement au cœur de la sale guerre en matière d'hyper-répression, d'hyper-violence et d'hyper-désinformation. Ça a déclenché des bagarres parce que, d'une certaine façon, les grandes puissances, c'est ça qu'explique Keenan avec des exemples très précis, j'invite les lecteurs à consulter ces articles, les grandes puissances en l'espèce, et principalement les États-Unis et le Royaume-Uni, à faire pression sur le pouvoir parce que, à force d'instrumentaliser la violence islamiste comme le pouvoir l'a fait à travers les groupes comme le GSPC, puis l'AQMI, puis le Mujao, puis Ansar-Dine, on sait que tous ces groupes ont été pilotés, créés, non pas manipulés, mais instrumentalisés très directement par la police politique. Tout ça, pour le régime, pour lui, c'était le moyen de dire, après, nous allons contrôler ce terrorisme islamique, djihadiste, etc., etc. Mais simplement, c'est allé trop loin. C'est allé trop loin à In Amenas, puisqu'il y a eu une quarantaine d'otages occidentaux qui ont été tués par la police politique, qui elle-même, c'est ce que montre Keenan, avait organisé cette attaque, n'est-ce pas? Donc toutes les manipulations sont allées beaucoup trop loin. Donc là, ils ont fait des pressions en disant ça suffit. Et en même temps, c'est ça aussi qui est extraordinaire quand même, qu'il raconte, et qui est vraiment très intéressant pour comprendre la situation actuelle. En même temps, ces mêmes grandes puissances, et la France derrière eux, parce que la France est moins peut-être pilote que les États-Unis ou le Royaume-Uni, encore qu'on pourrait y revenir, mais ils veulent garder le régime. Ils savent que ce régime a instrumentalisé la violence islamiste au point de déstabiliser la région, d'introduire des menaces pour toute la région, et en même temps, ils veulent surtout qu'il reste là. Donc à plusieurs reprises, c'est raconté dans le récit, des officiers, des hauts responsables politiques américains viennent à Alger pour dire, bon, vous arrêtez de faire ci, vous arrêtez de faire ça, mais évidemment, on continue à vous soutenir. Et officiellement, on veut masquer le fait qu'il y a une complicité, disons, de ces grandes puissances dont je parle, France comprise, avec ces terroristes d'État, avec ce terrorisme d'État qui manipule la violence, qui entretient la violence islamiste, n'est-ce pas? Et donc, au jour d'aujourd'hui, même si une partie des responsables de ces groupes islamiques de l'armée, comme disent les Algériens, ont été écartés, voire certains ont été mis en prison et condamnés, néanmoins, la fin de cette période-là se traduit par un chaos accru aux franges méridionales de l'Algérie, et par une fragilisation, encore une fois, de ce pouvoir-là. Et donc c'est ce qui fait que les puissances occidentales, là tu peux peut-être dire ton avis là-dessus, Omar aussi, mais moi mon point de vue c'est que les puissances occidentales, pour l'instant, elles continuent à cacher la réalité de ce qu'est ce régime, cette dictature militaire depuis si longtemps, n'est-ce pas? Parce qu'ils en ont besoin et parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils en ont été complices jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est certain. C'est certain, et puis cette histoire qui commence effectivement de contradiction interne du régime, qui apparaît au grand jour avec Tighentourine et qui voit l'intervention directe des puissances étrangères, corrobore bien la thèse selon laquelle il y a une main étrangère en Algérie. Mais cette main étrangère, ce n'est pas celle qui manipule le Hirak, c'est elle qui dirige le régime algérien. On a vu des thèses faire florès sur la soi-disant immixtion et sur les soi-disant manœuvres de déstabilisation
dont le Hirak serait un instrument, on voit bien que ce qui est instrumentalisé, ce qui constitue le principal danger contre la souveraineté de l'Algérie, ce n'est pas le Hirak, c'est bien un régime dont la moitié des généraux ont été mis en prison, certains pour trahison, certains pour corruption. Mais qu'est-ce que vaut une armée dont la moitié des chefs sont corrompus? Quel est le degré d'intégrité d'une direction militaro-sécuritaire dont les chefs sont des affairistes? On voit bien que ce sont ceux-là qui sont les principaux relais de l'immixtion étrangère et les principaux agents de l'affaiblissement de la souveraineté de l'État algérien. Donc, c'est paradoxalement ces histoires qu'une certaine presse algérienne aux ordres essaye de vendre à l'opinion publique d'un Hirak manipulé, d'un Hirak instrumentalisé, de l'immixtion de forces obscures antinationales. Eh bien, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas le Hirak. C'est la direction militaro-policière de l'Algérie qui en est le principal relais. Et c'est d'autant plus grave que nous nous dirigeons vers, je le dis, ça fait plusieurs mois, plusieurs années même que je le dis, nous nous dirigeons vers des eaux extrêmement dangereuses. À la limite, si les revenus pétroliers de l'Algérie étaient ceux des années 2010, peut-être l'inquiétude serait moins intense, mais il est certain qu'aujourd'hui, nous nous dirigeons vers une situation d'impasse économique extrêmement grave, où les déficits de la balance des paiements et le déficit du budget cumulé risquent de représenter un gouffre qu'aucune stratégie économique ne peut résorber sans un préalable politique que le régime empêche de toutes ses forces. Donc, nous voyons aujourd'hui, je ne veux pas pas donner trop de chiffres, parce qu'à chaque fois les gens sont ennuyés quand on commence à donner des chiffres, mais ce qui est certain, c'est que dans quelques mois, à la fin 2021, les réserves de change vont connaître leur disparition, elles vont cesser d'exister, et il n'est pas prévu d'augmentation des prix du baril. Le prix du pétrole aujourd'hui, c'est environ $40 le baril, et on ne voit pas une augmentation substantielle susceptible de venir corriger, ou en tous les cas d'atténuer les déficits auxquels le pays devra faire face à brève échéance. Et là, précisons-le, pour importer de quoi que les Algériens et les Algériennes puissent avoir de quoi consommer. Absolument. Manger même, tout simplement. Tout à fait. C'est-à-dire que les importations ça pèse d'un poids très très lourd dans le fonctionnement de la société. Tout à fait. L'Algérie consomme, importe 70% de ce qu'elle consomme. Ouais. Et donc aujourd'hui, nous dirigeons irrésistiblement vers des échéances extrêmement brutales. Et ces échéances sont d'autant plus proches que du fait de la pandémie en particulier, du fait de la non-gestion de l'économie, l'activité en Algérie a connu une contraction inédite. Je ne crois pas qu'il y ait eu un recul de la production aussi important que celui que l'Algérie a connu au cours du premier semestre 2020. Certains économistes disent qu'au premier trimestre, l'économie s'est contractée de 4% et au deuxième trimestre de 7%, c'est tout à fait probable. Et c'est extrêmement inquiétant, mais c'est complètement fou. Dans une société où le chômage est déjà ce qu'il est, où les déséquilibres sont déjà ce qu'ils sont, où beaucoup de gens aujourd'hui sont obligés de vider leur épargne et pour certains vendre des bijoux de famille pour pouvoir faire face justement à ce que tu disais, à la satisfaction de leurs besoins alimentaires. Donc nous sommes dans une situation extrêmement grave que le régime minimise, que le régime jusqu'au ridicule. C'est un régime qui n'hésite, qui ne recule devant aucune exagération, qui ne recule devant aucune bouffonnerie. C'est un régime où le grotesque est une banalité. On a bien vu un ministre du Commerce
faire l'apologie de l'exportation des pâtes de poulet vers le Vietnam. Dans d'autres circonstances, cela prêterait à sourire devant l'ineptie de ces dirigeants-là, mais dans les circonstances que vivent les populations algériennes, dans l'état d'abandon, dans l'état de pénurie de médicaments, dans l'état de hausse des prix auxquels font face les Algériens et les Algériennes, on est pris de vertige devant l'irresponsabilité de ces gens. C'est ça qui me, comment dire, qui me choque particulièrement dans l'attitude de la France vis-à-vis de l'Algérie, parce que il ne s'agit évidemment aucune façon de demander de l'ingérence, simplement il s'agit de reconnaître. Quand on pense que le gouvernement français continue à considérer que ce régime Potemkine autour du président Tebboune, c'est ça qui gouverne l'Algérie, alors que comme tu le dis, ces gens-là sont des fantoches qui n'ont que des discours creux, qui sont incapables de satisfaire les besoins de la population. Le moins qu'on pourrait attendre, c'est que la France simplement prenne ses distances, n'est-ce pas? Eh bien non, elle ne les prend pas. Le 16 octobre, c'était hier, M. Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, était à Alger pour la 7e fois depuis 2015, je crois. Il multiplie les voyages à Alger, et tout particulièrement depuis le début de l'année. 3 fois. 3 fois depuis le début de l'année. Et donc, et qu'est-ce qu'il va dire? Très certainement, qu'est-ce qu'il dit? Il va soutenir le référendum du 1er novembre pour la nouvelle constitution, soi-disant encore plus démocratique que la précédente, qui de toute façon était systématiquement violée. Donc c'est du n'importe quoi au cube. Et de ce point de vue-là, il me paraît important aussi de souligner que cette confusion extraordinaire du discours français, disons confusion en termes de... on fait comme si l'Algérie, le gouvernement algérien, pardon, était un gouvernement normal, alors que tout le monde sait qu'il est tout sauf normal. Et puis, dans le même temps, on continue à dire qu'on va enfin faire la grande réconciliation historique, n'est-ce pas, autour de la mémoire coloniale, la guerre de libération, etc., etc. Mais j'avoue que là, on est aussi très frappé par le double discours de M. Macron himself, puisque c'est lui-même qui a porté ce discours-là de la façon la plus manifeste, n'est-ce pas? On n'a pas entendu beaucoup de choses là-dessus dans la bouche de M. Le Drian, depuis qu'il est ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas? Et moins encore chez les autres ministres. Mais lui, il avait dit donc en février 2017 que la colonisation était un crime contre l'humanité. Tout le monde avait légitimement applaudi. Et tout le monde se disait, comme il l'avait promis quand il a pris son pouvoir, qu'il a été élu président de la République, qu'il allait prendre des gestes forts, avait-il dit, pour reconnaître à minima ce qu'a été la cruauté de la colonisation et la barbarie de la colonisation depuis 1832 jusqu'à la libération de l'Algérie en 1962. Eh bien, il y a eu un geste qui n'était pas négligeable, qui était la reconnaissance de la responsabilité de l'armée française dans l'assassinat de Maurice Audin, du communiste algérien, mais qui était quand même un Français, si j'ose dire. Et donc la reconnaissance, par exemple, des crimes, de la responsabilité de l'armée française dans les milliers d'autres disparus algériens, ceux-là, pendant la bataille d'Alger en 1957, ça, on l'attend toujours. On l'attend toujours. Plus gravement, on a constaté un durcissement, voire même une fermeture de l'accès aux archives. Alors voilà, c'est le point que je voulais évoquer aussi, parce que ça c'est aussi, on est devant la preuve d'un double discours qui est absolument scandaleux. Monsieur Macron, quand il avait reconnu donc, la responsabilité de l'armée française dans l'assassinat de Maurice Audin, avait dit « on va faciliter plus encore qu'auparavant l'accès aux archives, et notamment aux archives de la colonisation et de la guerre d'indépendance ». Eh bien, en vérité, c'est le contraire qui se passe. Depuis le début de l'année 2020, une nouvelle instruction interministérielle, ISI 1300, assez obscure, qui a été prise dans des conditions totalement antidémocratiques au niveau du Premier ministre, eh bien, dit « ah oui, les archives, elles sont plus ouvertes que jamais ». Simplement, pour que les historiens puissent pouvoir les consulter maintenant, il faut qu'on retire d'abord des cartons tous les documents tamponnés secret défense, confidentiel défense, etc. Et ça, il faut que ça soit le service qui avait posé le tampon il y a 60 ans, qui disent aujourd'hui, oui, c'est bon, on peut le rendre public. Donc il y a des archivistes qui ont calculé qu'il faudra peut-être au moins un siècle pour arriver à voir tous ces documents. Donc en fait, les historiens nous disent, et se sont mobilisés, ils ont saisi le Conseil d'État, d'ailleurs tout récemment à ce sujet, ils nous disent, bon, maintenant il y a des cartons auxquels on avait accès avant légalement, légitimement, et qui se sont refermés. Donc, et M. Macron nous dit les archives vont être ouvertes et on va faire. J'ai mandaté Benjamin Stora pour faire des propositions, notamment sur cette question-là, pour échanger les archives entre la France et l'Algérie, etc., etc. Donc, des grands discours de on va reconnaître la réalité et on va développer la coopération avec le gouvernement algérien pour reconnaître ce qu'a été la colonisation, et une vérité qui est aux antipodes de ces discours. C'est un discours de communication et plus qu'un discours de réalité.
Oui, bah ça c'est aussi, ça illustre bien ce soutien français au régime algérien, comme ce soutien américain, ce soutien russe, ce soutien britannique, illustre bien ce qu'est le seul soutien du régime, c'est l'extérieur. C'est un régime qui est complètement isolé en Algérie. Peu de gens sont capables de spontanément se porter à son secours, mais qui, paradoxalement, reçoit une sorte de bénédiction généralisée de ses partenaires extérieurs. Et ce sont ces gens-là qui veulent nous faire croire que le Hirak est manipulé de l'extérieur. C'est quand même le comble de l'indécence, quelque part, et un peu du cynisme. Mais il est vrai que le cynisme est un peu la culture de ce régime qui est entre perversion, brutalité et corruption. Celui qui menace le plus le destin du pays. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de très graves échéances. Il est souhaitable que les quelques forces plus ou moins saines à l'intérieur de ce régime, il paraît qu'il y en a, on nous dit qu'il y en aurait, qu'il en subsisterait, c'est possible, je n'en sais rien, prennent conscience du fait que demain, le tsunami qui va emporter le régime risque d'emporter aussi le pays. C'est extrêmement grave. On ne peut pas, nous sommes un pays de 45 millions d'habitants environ, nous ne pouvons pas continuer à gérer nos équilibres économiques de la manière dont nous ne les gérons pas. Nous ne pouvons pas prendre le risque d'une tempête alimentaire ou d'une famine en Algérie, ce qui risque parfaitement de nous arriver. Je ne suis pas un Cassandre, mais il y a un danger réel de rupture de chaîne d'approvisionnement, et ça a des conséquences extrêmement graves. Je pense que si les partenaires étrangers du régime ne sont pas conscients de cela, ils portent également cette responsabilité. Parce que si l'Algérie explose, à Dieu ne plaise, hein, personne ne le souhaite, au contraire, parce que nous sommes des pacifistes, nous sommes des non-violents, et nous considérons qu'il faut rester sur cette ligne absolument de non-violence pacifique. Mais si l'Algérie est emportée par des troubles, ils seront les premiers à en payer les conséquences. La situation n'est pas du tout propice à une sorte de légèreté ou d'indifférence. Il est vrai qu'on a vu des miracles se produire, hein, mais je ne pense pas que les marchés pétroliers rebondissent au point de permettre de retrouver les espèces de folie et de gabegie des années Bouteflika. Voilà. Oui, et ben peut-être justement en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'il convient d'être lucide sur cette réalité qui est fait sombre, des perspectives qui sont sombres, néanmoins qui peuvent peut-être être compensées par finalement quand même le formidable espoir qui s'est manifesté pendant plus d'une année dans les rues des grandes villes et même des plus petites algériennes, avec ce mouvement absolument formidable. Et donc pour ça, ce qu'on peut faire à minima, nous ici en France, les citoyens, les gens qui se sentent solidaires avec le peuple algérien, c'est de s'informer et d'informer. Et donc pour ça, je me permets de renvoyer au livre que nous avons co-dirigé à 4 d'Algeria Watch, qui est paru donc en février dernier aux éditions La Fabrique, Irak en Algérie, l'invention d'un soulèvement, dans lequel on a passé en revue d'une part les grandes déterminations structurelles, internationales, économiques, etc., politiques, dont nous avons parlé ce soir une nouvelle fois, mais aussi nous sommes efforcés, avec des camarades en Algérie même, n'est-ce pas, de rendre compte de cette formidable et joyeuse expression. Et donc là, le mélange des deux, c'est-à-dire des analyses lucides de l'environnement, qui est effectivement plutôt inquiétant, et en même temps des analyses lucides de la mobilisation et de l'intelligence collective du peuple algérien, c'est ça qu'il faut faire connaître. Et je suis frappé de voir, quand j'en parle autour de moi, très souvent, les gens ne connaissent pas. Oui. Et donc il faut vraiment multiplier les canaux pour faire connaître cette réalité. Voilà. Oui, le maître mot, effectivement, c'est intelligence politique. Et si la situation paraît extrêmement difficile et de plus en plus dure,
l'intelligence politique collective du peuple algérien est la meilleure garantie d'une sortie de crise. C'est pour ça que l'instauration d'un minimum démocratique, sans aller dans des considérations constitutionnelles, si les lois d'exception demain sont levées en Algérie, si les libertés publiques sont un minimum respectées, il y a tous les moyens pour relancer un débat politique, pour reconfigurer un état de droit algérien qui nous permettra de faire face avec succès aux échéances difficiles qui nous attendent. Donc il n'y a rien de désespéré, il n'y a rien d'impossible. Des pays soumis à des tensions économiques plus graves que les nôtres, des pays qui ont connu une destruction généralisée, comme après la Deuxième Guerre mondiale, ont pu se reconstruire et reconstruire des économies viables parce qu'ils ont investi dans l'initiative des gens, qu'ils ont investi dans l'intelligence de leur peuple. Ce qui est valable ailleurs peut être valable en Algérie aussi, et le peuple algérien, à travers son hirak, a montré qu'il était très largement au niveau du défi. Donc l'espoir n'est pas mort, loin de là, l'espoir est encore là. Il faudrait que tous ceux qui ont un minimum de conscience politique dans le régime le reconnaissent, l'admettent et fassent en sorte de sortir de l'impasse dans laquelle le régime lui-même se trouve. Parce que ce n'est pas le hirak qui est dans l'impasse aujourd'hui, c'est le régime.